15 ans au service environnement de Libération. Je veux bien qu'on se tape une petite éco-déprime, mais pourquoi nous autres, nous les écolos lambda, au lieu de nous sentir hyper cool, comme c'est très à la mode d'être écolo, on devrait déprimer? Vous avez vu la tronche un peu du décor dans lequel on doit évoluer? Non, je suis désolée. Ça y est, j'ai déprime. Mais non, non, c'est pas que c'est une dépression, c'est juste qu'il faut que le réel rentre en nous. On a l'impression plutôt qu'on vit un peu hors sol, hein, avec un monde qui serait détaché des contraintes physiques du système Terre. Et là, en fait, il se trouve que on doit re-rentrer dans les limites planétaires. Et puis, on a pas mal, on est 8 milliards d'individus aujourd'hui avec des désirs assez convergents. Hein. Donc, ouais, c'est pas tant une déprime que faire rentrer le réel en soi, une grande lucidité. Voilà, et je trouve que la lucidité dans un monde qui est en totale dissonance, ça provoque une schizophrénie, une dépression, et c'est très sain d'être éco-anxieux. C'est ça, il faut que tu te rassures en disant si je vais mal, c'est que je vais très bien. Et ça, c'est la clé. Nous sommes dans le sens de l'histoire, être inquiet pour l'avenir, pour le futur. Être responsable, avoir envie de s'engager, etc. Ça fait partie, et de changer le monde. Enfin, il roule pas rond ce monde quand même. Tout ça, c'est des signes de très très bonne santé mentale. Justement, tu parlais de désir. C'est pas que l'écologie, des fois, nous impose surtout de les oublier, ces désirs. Aujourd'hui, écologie, ça peut rimer avec renoncement, avec effort, avec frustration. Mais qu'est-ce que c'est désirable tout ça? Sûr. ouais, parce que les désirs superficiels et légers auxquels on est tous habitués depuis des décennies deviennent un peu ineptes. Enfin, on l'a bien vu, le confinement nous a tous précipités dans un arrêt brutal. Et là, je crois que énormément de gens se sont pris dans la figure le fait que leur vie finalement n'avait pas le sens qu'ils auraient voulu leur donner. Souvent, on remet à plus tard les choses qu'on aimerait voir advenir. On aimerait bien aligner nos planètes, mais quand on aura le temps, faire quelque chose qui nous plaît vraiment, mais quand on aura fini de travailler, etc., etc. Il faut souvent des grandes crises pour se remettre en question. Ça peut être une maladie, ça peut être une séparation, ça peut être un plan social. Et là, c'était un confinement qui mettait une société entière à l'arrêt et une société mondialisée, pas que française. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est là qu'il y a le ferment de ce désir. Alors, tu parles de désir, c'est pas désirable le rationnement. Moi, ce qui est pas désirable, c'est l'effondrement. Ça, je trouve pas ça désirable, même si c'est une pensée intellectuelle qui peut être hyper désirable pour fomenter des textes et des récits et de la science-fiction. Mais je trouve pas ça particulièrement désirable que les conditions de vie sur Terre soient en train de basculer alors qu'elles ont été stables pendant 10 000 ans. Tout ce qu'on a pu développer depuis qu'on est sorti de notre grotte du néolithique pour aller jusque sur la Lune, c'est de la stabilité climatique. Tout ça, ça bascule dans une intensité, une vitesse absolument non appréhensible en fait par l'esprit humain. Donc ça, pour moi, c'est pas désirable. En revanche, ce qui est désirable, c'est qu'on passe tous dans le chat de l'aiguille et qu'il y ait 8 milliards d'individus, jusqu'à preuve du contraire, on va même être 10 milliards d'ici à 2050, puissent vivre correctement, honnêtement, sur une planète qui fournit ce dont on a besoin. Et donc la question c'est est-ce que mon désir correspond aux besoins? Est-ce que les besoins, je dois les désirer? Et tout ça, ça va être cette alchimie à reconstruire et une société politiquement à refaire autour d'un désir qui est soutenable et qui rentre dans les limites planétaires. Ça, c'est désirable. Alors on appelle le renoncement, il y a non dedans. Pour moi, dans non, il y a oui à la vie. Et donc je trouve ça super désirable. Toi, tu as fait un choix de vie qui a été quitter Paris et venir ah mon Dieu, mais c'est pas extraordinaire, hein, c'est juste un catapultage. Hein, Je l'ai fait, je sais bien que ça, si, ça peut être extraordinaire. Et donc, tu peux nous parler un petit peu de ton arrivée à Joigny, et de tes choix, de ton potager J'ai pas vraiment fait des choix. Je crois que je suis arrivée à Joigny parce que Joigny est venu m'appeler d'une certaine façon. Je sais pas comment toi t'es arrivée à Tonnerre, mais moi personnellement à Joigny, c'était vraiment pas du tout dans mon scope. Je viens de la montagne, j'ai pas de famille là. Mais je sais pas, une maison m'a appelée, j'ai trouvé une maison, on s'est réparés l'une et l'autre respectivement.
J'ai retrouvé du silence, du calme, des villes à taille humaine. Ici, on est à Tonnerre, même pas à 5000 habitants. Joigny, c'est 10 000 habitants. Pour moi, c'est les villes où il faut bon se reconstruire et reconstruire une vie calme, dans des désirs qui rentrent dans les limites planétaires. Il n'y a pas d'hubris dans nos villes, tu vois. Et ça, je trouve que c'est important. Donc oui, je suis arrivée à Joigny. Super, très bien. Je m'installe, je me reconstruis. Et là, je me sens un peu seule parce que je suis un peu collapsologue, un peu partisane des questions d'effondrement. J'aime bien en tout cas qu'on les agite dans nos cerveaux respectifs. Et avec qui on parlait, quoi, à Joigny, quoi, où tout le monde s'en tape. Bon, on va faire venir des gens d'ailleurs pour en parler. Et puis des gens s'installent. Et puis il y a eu le confinement. Il y a eu la démission de Nicolas Hulot en 2018. Il y a eu donc tout le monde de la transition s'est mis à bouger en se disant mais où est-ce qu'on va s'installer? Où est-ce qu'on se tanque pour préparer le futur, où est-ce qu'on s'installe, qu'on s'enracine pour construire sur des territoires des choses de reliance, de tricot, d'entraide. Et moi, ça a été Joigny, toi, c'est Tonnerre. Et je crois que beaucoup de villes totalement déshéritées, en déshérence, désindustrialisées, en perdition même parfois, sont en train de retrouver des populations qui s'installent, qui prennent leur carte d'électeur, qui montent des assos et qui reconstituent, qui conservent le patrimoine ou alors veulent s'engager dans la transition. Alors, cet asso à Joigny. Alors, à Joigny, on a monté une asso qui s'appelle Renaissance Joigny, qui maintenant fait partie d'un grand consortium qui s'appelle la Convergence des possibles. Il y a 6 collectifs. Il y a Scani qui fait de l'internet social, solidaire, coopératif local. Il y a le Fab Lab, il y a C3V, une grande association écolo et sur l'éducation populaire, beaucoup. Justice sociale et justice climatique, fin du monde et fin du mois, ce sont ces dossiers. Renaissance Joigny, nous, on est plus à... ce qu'on aime bien, c'est l'idée de faire des petits chantiers un peu partout. Alors du coup, on a racheté beaucoup de vergers abandonnés. On a créé une ceinture verte, une charte ceinture verte, et puis on essaye de mettre en commun tous ces endroits-là. Donc ça donne des rendez-vous super festifs avec la taille des arbres, le pressage des pommes, la mise en confiture des cerises, etc. etc. Faut juste qu'ils ne gèlent pas au mois d'avril pendant la floraison. Mais ça fait 2 ans qu'ils gèlent, il n'y a pas de fruits pour l'instant. Bienvenue dans un monde incertain. Et ce qui est sûr, c'est que voilà, on continue. Il y a eu les états généraux de l'agriculture alternative menés par Éric Lenoir dans le cadre de Renaissance Joigny. Il y a la caserne bascule voilà. Enfin, c'est un grand consortium et donc on a maintenant à peu près 100-150 personnes à Joigny. Ça représente 1% de la population qui est engagée dans des trucs de transition. Et on n'a pas besoin de faire de la politique, on est la politique. Donc voilà. Et je pense que beaucoup de territoires comme ça en France sont en train d'être pris, demandent à être pris. Non pas qu'on veut virer les gens de souche, c'est que nous on est la sève un peu. Et donc la sève et la souche, ça travaille à faire des arbres assez vigoureux. Certaines de ces choses-là, je les ai lues dans ton dernier livre, Bifurqué. Ouais. Mais désolé de te le dire, nous, on ne peut pas vous recevoir tous ici en Bourgogne, tous les Parisiens qui nous font une petite crise. Oh, mais attends, mais comme t'es vache, alors d'abord, c'est pas des Parisiens qui font des crises, c'est des gens qui sont en crise, enfin, c'est même des vingtenaires qui font les crises de la quarantaine, quoi. Je veux dire, c'est une force phénoménale d'avoir des gens de 25 ans qui arrivent dans un territoire comme Tonnerre. Pardon, mais... d'accord que ce n'est pas non. On n'est pas en train de dire que c'est THE solution, seule unique pour tout le monde qui a envie de bifurquer. Il n'y a pas une solution. Ça a été ma bifurcation. Et c'est celle de beaucoup de personnes, et voilà. Mais de toute façon, il y a des bifurcations à peu près dans tous les interstices de la société. Déjà, faire une bifurcation intérieure, se re-questionner sur le temps, sur le sens, sur ce qu'on fait, comment on perd notre vie à la gagner, etc. Ça, c'est une première bifurcation. Elle est à la portée de tout le monde. Ensuite, il y a les bifurcations des gens qui visent l'autonomie. Donc, ils peuvent aller dans des territoires et faire chier personne et viser une autonomie de pensée, une autonomie critique, une autonomie en eau, en électricité, en énergie, en bouffe. Donc, tout ça, c'est un vrai corpus qui vise l'autonomie. Et puis, il y a des personnes qui viennent aussi prêter main forte avec des compétences dans les territoires déshérités, quoi, avec des compétences qui sont parties. Avec, parce que tu n'as pas l'usine, tu as moins les ouvriers. Parce que tu n'as pas les ouvriers, du coup, tu n'as pas de mixité sociale. Qu'est-ce qu'on a dans des territoires... Enfin, voilà. Donc, tout ça, c'est pas pour tout le monde et en même temps,
tout le monde peut aussi rester dans son job à Paris, je sais pas, moi on va dire à la DRH de Sanofi. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais je sais pas, désolée pour les gens qui travaillent chez Sanofi. Bref, on peut être à la fois un intrapreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire de la transition à l'intérieur, jouer avec le système pour essayer d'aligner des planètes à l'intérieur d'un groupe, etc. Tout le monde va trouver de quoi grignoter, ronger un os qui correspond à retrouver du sens et remettre en fait de l'agilité dans ce qu'on voudrait voir advenir. Tu parlais des jeunes, justement. Ouais. Il y a de plus en plus de éco-dépression, burn-out vert chez les jeunes. Pour nous, restons jeunes, ça c'est sûr, mais moi je suis assez fascinée par cette génération qui, bardée de diplômes, encore quand même en héritier de tout ce que leurs parents, leur famille a inculqué, etc., de l'accession, de la méritocratie et tout, bah, quand même bifurque, là pour le coup, braque le volant. Et cette génération sait très bien qu'elle rentre dans un monde assez brumeux. Tout ce qui était certain hier devient incertain demain. Regardez politiquement comment tout s'accélère, comment économiquement on est au bord du gouffre mais on remet la planche à billets, comment écologiquement on rentre dans des montagnes de doutes, d'incertitude véritablement, et de peine et de pénibilité. Ils sont prêts à se retrousser les manches et comme je le disais, ils font leur crise de la quarantaine à 20 ans. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un peu comme s'ils anticipaient le fait qu'ils n'allaient pas durer aussi longtemps que nous. En tout cas, avec les conditions de vie qu'on a, qui sont encore confortables en France pour l'instant. Voilà, un dernier rapport du GIEC de synthèse là, est sorti mardi. 10% les plus riches, donc les plus pauvres ici en France, sont quand même les 10% les plus riches au niveau mondial, émettent 40% des émissions de CO2. Tout dégringole, les rivets de la société sautent les uns après les autres. Quel sera le rivet qui fera que tout va s'effondrer ? On ne sait pas, mais ils se retroussent les manches. Ils s'installent, ils disent non à un système mortifère et ils veulent beaucoup de désir, beaucoup de joie. Ils mettent beaucoup de joie dans ce qu'ils font. Je voulais te demander justement si dans tous ces engagements écologiques et personnels et sociopolitiques, parce que tu le dis très clairement, écologie, c'est un geste, c'est un choix sociopolitique aussi, est-ce qu'il reste de la place pour faire la fête, pour la légèreté, pour... Moi, je dirais que la fête, c'est le carburant numéro 1 de la transition. Rob Hopkins, dans son manuel de la transition, qui est quand même paru il y a plus de 15 ans maintenant, te dit, premier truc à faire, c'est une petite brasserie, quoi. Pourquoi ? On va goûter la bière, on va se féliciter d'avoir monté une petite entreprise, tout en étant local, tout en étant festif. Bon, je ferai un bouquin peut-être un jour, c'est comment rester écolo sans finir alcoolique. Peut-être, pas sûr. Je suis pas sûre d'avoir encore trouvé la solution. Mais ce qui est sûr, c'est que la fête, alors la joie plus exactement, est un ferment très très important. Et j'écris dans le livre Bifurqué par temps incertain qu'il me semble qu'ils sont à ce point de vue-là les héritiers de Spinoza et de Deleuze qui parlent de la joie. Parce que le monde politique, les gouvernants rêvent de nos passions tristes. C'est avec nos passions tristes qu'ils nous dominent. Et quand on a des passions moins tristes, quand elles sont enthousiastes, heureuses et qu'elles peuvent tout défoncer, et ben là, on est plus dominé. Et ça fait peur. Et la joie, je crois que c'est l'air de rien extrêmement politique. Soyons joyeux. Ouais. Et pas forcément alcoolique, hein, je précise. On a réparé hors caméra.